Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le débat de Direct Gestion. Comme tous les matins, 9h30 à 10h, on fait le point sur cette actualité économique, financière et boursière. Évidemment, on va parler du rebond. Est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il va faire long feu? Deux experts pour nous en parler. Loïc Bécu, le directeur de la gestion diversifiée dédiée aux particuliers chez Amundi Group. Bonjour, Loïc. Et Véronique Riche-Flores, la présidente de RF Research. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, messieurs, dames, un gain de 5% de jour, première semaine dans le vert, enfin pour 2016 sur les marchés boursiers. On peut une fois dire merci au super banquier de la zone euro, Mario Draghi, qui a lancé ce rallye. Enfin, il est timide pour l'instant, il est petit. Enfin, il est petit. Par rapport au plus bas, c'est même presque 7%. Si je prends l'indice Eurostoxx. Non, mais je pense qu'en même temps, le marché était survendu depuis une dizaine de jours. Le baril de pétrole, pareil, on se rapprochait des $25 le baril. Donc, à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait une petite corde de rappel qui montre que finalement, l'économie se base quand même sur quelque chose. Donc, non, mais oui, Mario Draghi était le déclencheur, mais ça n'empêche qu'on n'était pas loin aussi que ça se déclenche. On était dans un excès de pessimisme. Oui, un excès de pessimisme. Une surréactivité des marchés, un peu comme au mois d'août 2015. Il y avait de quoi, le news flow extrêmement négatif, ralentissement de l'économie mondiale, nouvelle dévaluation en Chine, la chute discontinue du pétrole, des facteurs géopolitiques quand même assez alarmants. Vous n'étiez pas très optimiste, on s'en souvient, en fin d'année dernière, Véronique Riche-Flores. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le début d'année, voilà, vous ne l'avez pas prévu, mais en tout cas, ça a confirmé vos prévisions assez pessimistes. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parti en ligne droite et qu'on va faire toute la correction de moyen terme, enfin que j'envisage comme une correction de moyen terme en quelques jours. Donc là, il y a une pause. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui viennent soutenir un petit peu cette respiration. D'abord, Super Mario, bien évidemment. Et on sait que l'argument flux de liquidité, etc., est quand même très important. On a corrigé beaucoup. Les prix du pétrole peuvent se stabiliser, au moins temporairement, dans cette zone entre 28 et 32 $ le baril. Donc voilà, on peut avoir dans ce processus de correction de moyen terme, fort heureusement, des pauses, et on a tous octobre en mémoire quand même. Je pense pas qu'on ait des arguments qui permettent d'envisager un rebond aussi fort qu'octobre, parce que je pense qu'on a mûri par rapport à la détérioration du contexte économique et géopolitique, comme vous mentionniez. Mais on peut avoir effectivement quelques semaines de répit après des mouvements baissiers très, très forts en début d'année. Oui. Loïc Bécu, vous disiez justement, on revient aux fondamentaux finalement, et on s'aperçoit quand même tout ne va pas si mal. Vous disiez à l'instant, effectivement, on est allé dans l'excès, le marché avait décidé de chausser les lunettes noires. Est-ce que maintenant il va chausser les lunettes roses? Alors, de toute façon, dans cette semaine, il y a pas mal de choses. On a la Banque centrale américaine demain, on a la Banque centrale japonaise vendredi. Et à côté de ça, il y a tous les chiffres macroéconomiques, je pense qu'on va en parler, mais qui sont plutôt bons. Le crédit qui redémarre en zone euro, la consommation des ménages qui est plutôt toujours là, le chômage qui a tendance à baisser, même si ce n'est pas tout à fait le cas en France, mais au niveau européen... Ça ne se voit pas trop en France pour l'instant. Alors, ça ne se voit pas trop, mais ça n'empêche qu'au niveau européen, on est passé en dessous des 11%. Tout ça, c'est quand même une bonne chose, plus des publications de résultats des bénéfices du quatrième trimestre qu'on va avoir à partir de cette semaine en zone euro. Et là, je pense qu'il devrait y avoir aussi des bonnes surprises évidemment sur les bénéfices, mais des bonnes surprises sur les reprises des chiffres d'affaires, et ça aussi un point important. Voilà, retour aux fondamentaux, c'est vrai que c'est important. On a l'impression, on reste sur vous une seconde, que effectivement le marché broyé du noir, on avait mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Ces chiffres évidemment peuvent inverser la tendance, mais quand même le marché, on le voit, a été fragilisé par cet épisode, c'est tombé en chute libre, et on a l'impression, quand les gérants qui succèdent en tout cas sur le plateau, bon, ils sont investis évidemment, mais on a l'impression que c'était pas si catastrophique, que c'était pas vous les vendeurs, que c'était des flux. Alors d'où viennent-ils? Comment ça se fait? Et comment ça se fait que ça soit aussi brutal? Alors c'est vrai que les flux, c'était pas la plupart des gestions européennes. On avait tous notre biais plutôt haussier de août fin d'année dernière ou de début d'année. Bon, on a été pris un peu à contre-pied. Mais à côté de ça, il y a eu un flux qui était enclenché par la baisse du prix du baril de pétrole. Il y a, je pense, un flux spéculatif lié à ce baril de pétrole qui, au fur et à mesure qu'il baissait, la plupart des intervenants avaient tendance à appuyer un peu sur les marchés. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que derrière,
je pense qu'au fur et à mesure, évidemment, que le baril de pétrole baisse, il y a certains fonds souverains. Enfin, comment fonctionne finalement un pays producteur de pétrole, notamment au Moyen-Orient, avec tous les excès finalement qu'il a réussi à gagner sur le pétrole, il constitue un fonds souverain. Une fois qu'il a constitué son fonds souverain, c'est comme un bas de laine. Une fois que ça va un peu moins bien et qu'il faut équilibrer les budgets, je pense qu'il puise un peu dans ses bas de laine. Et quand il puise un peu dans ses bas de laine, forcément ces investissements étaient faits sur l'ensemble de la planète financière, ça met un petit peu de volatilité sur certains marchés, d'autant plus que je dirais qu'il n'y avait que ces gens-là qui étaient plutôt vendeurs, d'autres personnes qui étaient plutôt acheteurs, mais qui étaient plutôt sur le retrait parce que surpris par la rapidité de la baisse du prix du baril de pétrole et la rapidité de la baisse des marchés actions. Vous voulez dire que le fonds souverain, c'est le livret A des monarchies pétrolières? Exactement, c'est un petit peu sur le... Il n'y a pas que les monarchies pétrolières, il y a aussi le nord de l'Europe qui... Oui, c'est vrai que la Norvège a été aussi durement touchée. Exactement. Véronique Riche-Flores, justement, sur ces mouvements de flux, peut-être de spéculation, vous pensez que justement c'est de la pure spéculation pour jouer une stratégie conjoncturelle, ou est-ce que c'est plus fondamental que ça? Il y a quand même une réalité, celle des pétrodollars, qui s'assèchent brutalement. Alors peut-être qu'effectivement il y aurait reconstitution, tout dépend du scénario qu'on peut avoir sur les prix du pétrole, que pas pour ma part très optimiste, mais et donc ça, je pense qu'il y a une réalité effectivement qui a été assez négative. Après, je pense qu'il y a une problématique un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on voit bien que la situation conjoncturelle, on prend la zone euro, les choses vont indéniablement mieux. Et la dernière jambe de baisse du prix du pétrole devrait consolider cette situation domestique. Ça, c'est quand même très, positif très pour nous, important. pays importateurs, d'avoir ce pétrole pas cher. C'est très positif. Maintenant, de quoi ont été faits les perspectives de résultats des grandes entreprises? Celles qui font la cote de nos marchés, qui font les indices de nos marchés, elles ont surtout été faites de perspectives mondiales, de perspectives de grandes attentes, gros espoirs en provenance du monde émergent, de tout ce qui a fait l'actualité de ces dernières années. Le monde émergent, c'est quoi? C'est la Chine en tête, là, qui ralentit, c'est la qui nous Chine pénalise? et c'est tout le reste. On voit bien que la Chine tire l'ensemble. Et je pense que c'est assez bien reflété, cette dichotomie, avec un marché comme le DAX. On voit bien que l'économie allemande va bien sur le plan domestique, comme rarement elle a été d'ailleurs. La consommation a été alimentée par la baisse des prix du pétrole, les flux de réfugiés dynamisent l'activité domestique, et pourtant vous avez un marché allemand qui se porte comme on a vu, c'est-à-dire très très mal, parce que finalement la cote est liée à ces anticipations globales. Donc je crois que c'est très difficile de faire le lien entre les bonnes nouvelles macroéconomiques domestiques qu'on a un petit peu partout, dans le monde développé en tout cas, et les marchés d'actions. Et je pense que c'est ce qui explique cette déception et ces corrections sur les perspectives des résultats des grandes entreprises. Oui, sur les marchés, en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a toujours pas de décorrélation. Ça peut aller bien en Europe, mais quoi qu'il arrive, le marché principal, le driver, ce sont les États-Unis. Quand ça va mal là-bas, on le voit tout de suite, on en pâtit à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, les 10-15% très rapidement. On ne peut pas s'affranchir de ce qui se passe aux États-Unis. Et justement, est-ce que vous êtes optimiste sur l'état des US? Alors c'est vrai que là, je dirais le petit doute qui est en ce moment sur les États-Unis, c'est sur toute l'industrie, je dirais pétrolière et pas pétrolière. En fait, juste un point là-dessus, c'est que ce qui s'est passé rapidement là sur le prix du baril de pétrole, c'est que vous avez un prix qui baisse rapidement. C'est un problème, un choc entre offre et demande dès le départ. Sur-offre et pas assez de demande. Et sur-offre lié à ce qui se passe aux États-Unis et à la production américaine. Derrière, finalement, de cette baisse des prix, s'orchestre finalement, je dirais, une spéculation baissière, mais en plus de la spéculation, des compagnies pétrolières qui ont tendance à en vendre plus, moins cher, mais en vendre plus pour essayer de se récupérer sur le prix. Et après, de garder le chiffre d'affaires. Exactement. Et après, c'est là où je voulais en venir, vous avez beaucoup de sociétés de gestion qui sont spécialisées sur le high yield américain. Sur le high yield américain, quand finalement vous avez des possibilités de défaut de paiement de certaines entreprises pétrolières ou parapétrolières de pétrole de schiste américain, ces gens ont tendance à venir se couvrir sur le marché en vendant à terme des contrats sur le pétrole. En plus de certaines compagnies pétrolières qui viennent aussi
vendre à terme le pétrole pour essayer de le vendre plus cher que dans 3 mois. Tout ça orchestre finalement une dynamique défavorable sur un pan de l'économie américaine qui avait contribué fortement à l'emploi il y a 3-4 ans, sur un segment aussi qui est assez endetté, et là tout de suite ça stresse un peu les marchés sur les défauts de paiement possibles de certaines entreprises qui pourraient, je dirais, un peu stresser l'économie américaine, mais qui pourraient aussi stresser l'ensemble des marchés financiers. Ah oui, on peut dire que c'est stressant puisqu'on a les moteurs finalement de ces dernières années aux États-Unis qui sont en train de s'éteindre. Bon, pas tous, mais en tout cas, on sait que l'emploi dans les pétroles de schiste a été très important au cours des dernières années. Le pétrole qui était bas est en train de remonter, et puis il n'y a plus de quantitative easing. Mais un emploi qui est compensé entre autres par un redémarrage du secteur immobilier américain, qui est, comme on le sait, fort pourvoyeur en emploi. Donc ça, c'est aussi un point, je dirais, positif. Oui, Véronique, justement sur les États-Unis, est-ce qu'on n'est pas dans le désalignement des planètes? Oui, ça fait un moment que les planètes sont assez désalignées aux États-Unis. Pour tout dire, on a d'énormes déséquilibres dans cette économie qui persistent. Et puis maintenant, on a un cycle qui a plus de 5 ans, 6 ans, qui est usé. À un moment où effectivement, on sent bien, il peut y avoir des tensions un petit peu sur les prix qui pourraient pousser la Fed à remonter ses taux d'intérêt de manière, on pourrait dire, assez légitime. Après, si on regarde les chiffres tels quels, c'est beaucoup plus complexe parce que précisément ces déséquilibres font qu'il y a des poches de fragilité qui sont assez très importantes et assez peu coutumières. Donc moi je suis préoccupée par l'économie américaine. Je ne pense pas qu'elle soit aussi solide qu'on nous le dit souvent et je pense que c'est très risqué de remonter les taux d'intérêt, mais il se peut que la Fed soit obligée de le faire à un moment donné. Alors justement, prochain discours de la Fed, cette semaine, et puis surtout le 27 janvier, ça arrive très, très rapidement. Elle pourrait décider quand même de différer ou d'avoir un discours plus accommodant, Janet Yellen, en disant cette année, c'est pas la neige, mais c'est quand même le ralentissement économique mondial, ce qui s'est passé sur le pétrole, etc. Ça pourrait la pousser justement à, pour l'instant, ne rien faire ou différer cette nouvelle hausse des taux. En tout cas, nous, les analystes d'Amundi, on s'attendait à 2 remontées de taux sur l'année 2007 de 0,25 points de base. On pense maintenant qu'il n'y en aurait plus qu'une. Compte tenu du contexte économique général, je dirais, et compte tenu de ce qui s'est passé récemment et compte tenu de ce qui se passe sur tout le secteur pétrolier et parapétrolier américain. Je pense qu'on le saura demain, alors je ne sais pas si... Mais bon, nous, on verra ce qu'elle va dire demain. Nous, on pense que demain, de toute façon, elle annoncera qu'elle ira peut-être un peu moins fort sur la remontée. Un peu plus accommodant. Voilà. On est très loin de ce qui s'était passé entre 2004 et 2006, où là, la Fed avait remonté 19 fois de suite ses taux d'intérêt de 25 BP. Bon, je pense qu'on en est un peu loin, ça va se faire doucement et sûrement. Le but est de ménager aussi un peu les marchés. Oui, le rythme, effectivement, ça pourrait se casser. Vous avez été très critique, Véronique Riche-Flores, vous disiez, il n'y a vraiment pas la place pour cette économie américaine qui n'est pas dans un rebond quand même très solide pour remonter les taux. Ça s'est quand même fait peut-être pour un souci de crédibilité fin 2015. Est-ce qu'en 2016 on aura une nouvelle augmentation ou bien est-ce qu'on aura qu'une? Écoutez, je pense qu'on a rigoureusement la même lecture, c'est-à-dire que moi j'avais mis une deuxième hausse en me disant la Fed se discréditerait en ne remontant ses taux qu'en décembre 2015 sans rien faire derrière. Donc ils seront tentés d'en faire une seconde en mars. Je pense qu'aujourd'hui la Fed doit assouplir son discours. Je ne suis pas sûre qu'elle l'assouplisse autant que ça après-demain, mais en toute logique, il faudrait qu'effectivement elle commence à laisser penser qu'il n'y aura pas d'autres hausses, en tout cas certainement pas en mars. Et oui, on sait, c'est vrai que pour les Américains, peut-être plus que chez nous, ces marchés sont importants, ça soutient aussi la consommation, on fait beaucoup plus d'actions, en tout cas on en a dans son bas de laine, plus que du fonds monétaire. On en parle justement avec nos invités Loïc Bécu, Véronique Riche-Flores, on va voir si le rebond est en cours et durable, est-ce qu'il va se poursuivre. On en parle tout de suite dans la deuxième partie du débat sur Direct Gestion. A tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad.
profiter des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.